Bien, donc bonsoir à tout le monde pour cette soirée de la REPTA qui est centrée sur le travail et l'apport de Ernest Rossi en hypnose et en thérapie brève, comme on dit. Et le travail que nous allons faire ce soir, c'est de présenter l'apport incroyable du travail de Rossi par rapport à l'hypnose et donc au travail thérapeutique associé à, si vous le souhaitez ensuite, poser des questions ou des situations cliniques sur lesquelles on peut travailler. Alors, qu'est-ce qu'a amené Ernest Rossi? Donc, Ernest Rossi a été un élève d'Erickson, il a beaucoup travaillé avec Erickson et il s'est posé des questions d'abord dans un point de vue technique, comment faisait Erickson, quelle était la technique d'Erickson. Donc, il a écrit des livres sur ce sujet, dont le plus important, traduit en français, traité pratique de l'hypnose, hypnotique réalité, qui est plutôt un questionnement pour comment fait Erickson. Et ensuite, il a travaillé sur l'élaboration d'une théorie qui sert à comprendre non pas qu'est-ce qu'il fait au niveau technique, mais pourquoi il fait ça, quel est le sens du travail d'Erickson, et comment, en comprenant ce sens-là, il peut, par l'approche qu'il a amenée, simplifier le travail en hypnose. Ce qu'a amené Rossi de très fort, en reprenant, quand il a observé comment travaillait Erickson, c'est deux choses. Un, il a constaté qu'Erickson faisait des séances longues, et pas de 5 minutes. Erickson travaillait entre 1 heure et 1 heure et demie, 2 heures. Et il note, Rossi, que souvent les changements thérapeutiques viennent après 1 heure. Donc l'hypnose, ce n'est pas quelque chose qui se fait très rapidement. Alors, pourquoi ça ne se fait pas très rapidement? Parce que, il est important de rentrer en relation avec la personne et tant que ce travail relationnel n'est pas installé, avec cet accordage et ça prend du temps, le travail d'élaboration interne du sujet est un travail qui ne peut pas se mettre en place. Donc ça, c'est la grande idée, de Rossi et qu'on va retrouver dans ses cycles, hein, qui ultradiens, en se disant que au moment où le cycle est actif, à partir de ce moment-là, ce cycle va permettre de développer des nouvelles manières de compréhension et d'être et des nouvelles pistes de travail. Donc le premier point, c'était le travail de la temporalité. Le deuxième point, je dirais, et la question du corps, évidemment, le deuxième point va être dans le travail de Rossi, l'importance de tenir compte de la manière dont la personne euh, vit l'expérience avec nous. Vous savez qu'Erickson parle de observer, 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 et Rossi dit, et c'est très important d'observer, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on va observer l'idéodynamisme de l'autre, c'est-à-dire les mouvements du sujet, et comment ces mouvements du sujet sont en lien avec les difficultés, les problèmes qu'amènent les gens. Troisième point, Rossi pense la question des problèmes, non pas à partir des problèmes, mais à partir des solutions. C'est-à-dire, tout le travail de Rossi est un travail centré sur les ressources. Comme Erickson, il s'est rendu compte que le centre du travail d'Erickson, c'est un travail sur les ressources. Et tant qu'on n'est pas connecté aux ressources, eh bien, le travail ne peut pas être fait. Et l'hypnose traditionnelle, qui était souvent en Amérique, hein, associée à la suggestion, est une hypnose qui était, et qui est, et même du temps de Rossi, hein, et qui était centrée sur la suggestion. Or, Rossi s'est rendu compte à ce moment-là, et ça c'est un point très important, que pour Erickson, le centre de la thérapie, c'est permettre à quelqu'un de redevenir créatif, c'est-à-dire d'être en capacité de, à partir de sa propre créativité, de sa propre liberté, de faire émerger des nouvelles manières d'être et de comprendre le monde de telle manière que la personne va retrouver un sens à sa vie. Je vous cite cette phrase qui est tirée, donc repris dans le livre du symptôme à la lumière, qui est vraiment le livre dans lequel il va essayer
de mettre en forme le sens de son travail. Alors, par rapport à Erickson, il dit: «L'idée importante est qu'il est impossible d'attendre du psychothérapeute qu'il sache exactement quoi suggérer, programmer ou prédire pour le bien de son patient». Donc on est devant un vide et en lien avec ça, j'ai écrit un texte avec, Gérard Osterman, qui a été publié dans le Journal des psychologues, qui justement visait à différencier l'hypnose médicale de l'hypnose thérapeutique. L'hypnose médicale, on sait quoi suggérer puisque la personne souhaite le confort pendant les soins. Donc on va évidemment s'appuyer sur les caractéristiques du sujet, ses histoires de vie, là où la personne s'est sentie en sécurité, les endroits où elle a envie d'expérimenter un certain bien-être alors que les soins sont souvent délicats. Donc il y a cette notion de objectif. L'objectif, il est partagé avec les gens. L'objectif, il est le confort. Tandis qu'en thérapie, l'objectif, c'est pas le confort, c'est la liberté. C'est la liberté qui est plus en place. Et si on dit à quelqu'un sois libre, en termes de suggestion, vous voyez bien que c'est un double lien, comme nous l'a montré l'école de Palo Alto. Donc la grande différence, ça c'est ce qu'a vu Rossi, c'est que l'hypnose thérapeutique est centrée sur la liberté, la créativité du sujet, tandis que l'hypnose médicale est centrée sur un objectif qui peut être atteint et stimulé par la suggestion, puisque c'est un objectif qui est partagé. On sait ce que l'on va demander au sujet de faire ou de visiter comme expérience, quelque chose qui lui permet de se connecter au confort. Donc là, c'est le point de départ du travail de Rossi, c'est comment sortir du monde des problèmes sans être enfermé dans des processus de résistance, parce que quand Rossi a commencé à travailler en hypnose, eh bien, à partir du moment où il essayait d'amener la personne à rentrer à l'intérieur d'elle-même dans un certain type d'expérience, la personne ne voulait pas se laisser aller, c'est très fréquent, d'où la notion de résistance. Donc il a fait le lien entre résistance en hypnose et, je dirais, le travail qu'il a, qu'il a développé par la suite vers l'accentuation, vers la notion de ressources. Si on veut sortir du processus de résistance, il faut centrer son attention, la focaliser sur les ressources. Mais tout le travail, évidemment, c'est comment on va focaliser quelqu'un sur les ressources quand lui-même, il est focalisé sur son problème. Comme s'il était pris dans une auto-hypnose négative, il ne voit plus que son problème, l'histoire de son problème, sa perception est extrêmement réduite, et comment il va réussir à ouvrir une nouvelle perspective. Et je finis juste cette petite introduction en disant que Rossi a essayé, c'est le premier, enfin, mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant, de prendre un moment de dégagement par rapport à la notion d'hypnose telle qu'elle est pensée dans la société. La difficulté, c'est que dans la société, hypnose et suggestion, ça a été évidemment très important pour Bernheim, c'est la même chose. Or, vous avez vu, il y a des impasses de la suggestion dès qu'on rentre en lien avec la notion de créativité et de liberté. Alors, je cite Rossi parce que c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les critiques de l'hypnose. Donc, comment sortir de cette critique? Je cite Rossi. J'avais trouvé, donc c'est tiré du livre La technique des mains en miroir avec Rossi et Hill. J'avais trouvé un moyen de faire ce que les gens faisaient avec l'hypnose sans l'appeler hypnose. Vous voyez, c'est le mot hypnose qui est souvent confondu avec la notion de suggestion, comme si le thérapeute savait ce qui était bon pour l'autre. Et vous savez qu'un des pièges, quand vous recevez quelqu'un, c'est que la personne vous dit, vous êtes un expert, dites-moi ce qu'il faut faire. Et évidemment, si vous euh, donnez tout de suite des indications à la personne sur ce qu'elle doit faire, de manière directe, c'est-à-dire c'est vous qui avez le savoir, automatiquement la personne va se trouver coincée et va percevoir votre relation d'expert comme une relation de maltraitance. C'est-à-dire une relation qui est bien intentionnée, mais qui est maltraitante par rapport à sa liberté, c'est-à-dire que vous ne lui faites pas confiance pour trouver
elle-même des solutions. Et si vous ne lui faites pas confiance pour trouver elle-même des solutions, elle va rester enfermée dans des doubles liens. Donc je continue. L'hypnose sans l'appeler hypnose, sans l'appeler magnétisme, sans l'appeler suggestion. Donc c'est comment on peut sortir de ce nom-là qui nous envahit. Et Rossi dit qu'est-ce que je faisais? Et quand il dit qu'est-ce que je faisais, il veut dire aussi qu'est-ce que faisait Erickson. Il voulait faciliter l'idéodynamisme de la conscience et des cognitions. Un pur idéodynamisme, idéosensorialité, idéomotricité. Ouais, ça, c'est vraiment le centre du travail de Rossi. Donc, on peut rappeler ça, comme il dit, faciliter l'idéodynamisme, hein, et de la conscience et des cognitions. Tout ça, c'est pour sortir des impasses qui sont en lien avec cette notion culturelle dominante de l'hypnose comme suggestion. Évidemment, évidemment qui nous renvoie à une vision de l'hypnose comme spectacle, comme quelqu'un de tout-puissant qui va amener quelqu'un à faire quelque chose même s'il ne veut pas. Et c'est ça, c'est absolument, évidemment, terrible. Donc, ce que dit finalement Rossi, c'est que l'hypnose n'est que de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que c'est la manière dont le sujet rentre en transe, okay, vit des expériences de transe dans sa relation à l'autre et dans sa relation au monde. Évidemment, dans sa relation au corps, c'est à partir de sa relation au corps, la manière dont nous allons, l'autre va percevoir cette relation au corps, que le sujet va pouvoir, grâce à cet accordage, ouvrir sa perception et percevoir le monde de manière beaucoup plus riche, c'est-à-dire pouvoir percevoir dans le monde les ressources, alors que jusque-là, la personne ne perçoit pas les ressources parce qu'elle est prisonnière de processus, comme on dit, dissociatif. Donc là, c'est vraiment le point majeur. Pour ceux qui connaissent moins Rossi, Rossi donc, est décédé il y a 5 ans. Il est décédé en septembre 2020 et c'est vraiment une personne qui a beaucoup influencé l'hypnose en France, qui a fait l'hypnose thérapeutique, qui a fait sortir l'hypnose thérapeutique de cette dimension où le poids de la thérapie portait sur le thérapeute. Donc vous avez deux types de poids sur le thérapeute, soit dans le modèle classique, qui était le modèle de la suggestion, le thérapeute avait des suggestions toutes faites sur arrêter de boire, arrêter de manger, plus en forme, etc. Vous voyez, on pourrait dire c'est simplement de la pensée positive, on va dire. Et le deuxième point, c'était que le thérapeute lui-même trouve les expériences de créativité dont le sujet a besoin. Ce qu'a amené Rossi, c'est que c'est la fonction par le questionnement, par la mise en place de la relation du thérapeute, c'est d'amener le sujet à trouver lui-même ses capacités de ressources et de créativité. Donc tout le questionnement qu'a développé Rossi est un questionnement pour développer chez le sujet sa propre créativité. Alors qu'est-ce que c'est que la créativité et à quoi ça sert? C'est pas simplement faire quelque chose de différent, mais c'est faire quelque chose qui va permettre, une initiative que va prendre le sujet, qui va lui permettre d'être en lien avec les autres et avec lui-même. La thérapie, qu'est-ce que c'est que la thérapie finalement? C'est permettre à quelqu'un qui est enfermé dans un monde dans lequel il y a une contradiction entre la relation à lui et la relation à l'autre. Et quand vous avez cette contradiction de la relation à l'autre et à vous-même, il n'y a pas de phénomène d'accordage, il y a des phénomènes dissociatifs qui s'installent, vous ne percevez pas les ressources, et le monde dans lequel vous êtes est un monde qui ne s'ouvre pas devant vous, dont vous ne percevez pas que c'est un monde habité, et vous êtes devant un monde où vous êtes seul au monde. C'est-à-dire c'est un monde qui est pétri d'angoisse assez rapidement, et la personne est enfermée dans ce monde-là. C'est-à-dire que les processus dissociatifs empêchent la personne, à ce moment-là, de percevoir ce qu'il en est de la vie. Il est bloqué dans des processus de survie. Donc Rossi, je vais aller juste un peu plus loin par rapport à la lecture que j'en fais. Donc là, j'essaie de vous introduire. Moi, ça m'a vraiment apporté énormément, Rossi, quand je l'ai rencontré.
Et je pense que les gens de l'AREPTA, je pense à Wilfried en particulier aussi, on a eu de nombreuses discussions autour de Rossi. Ça a vraiment été un changement radical parce qu'on voit qu'il y a un processus actif qui se met en place où la personne avec qui nous travaillons, au lieu d'être passive et dissociée et survit dans un moment ou dans un espace où elle est seule, rentre dans ce processus de créativité, devient active elle-même de sa vie pour ouvrir une nouvelle perspective qui va avoir du sens. Alors, Rossi a développé ce qu'on appelle les 4 étapes. Il a développé 4 étapes de ce qu'était une séance d'hypnose. Donc, il y a une première étape qui est simplement de rentrer en contact avec le, le, la personne, en particulier avec la sensorialité, permettre à la personne de rentrer en contact avec sa sensorialité. Il y a une deuxième période, donc c'est installer le rapport, on va dire, hein, qui est le début de la séance. Et la séance d'hypnose, c'est pas automatiquement le premier jour de la première séance, hein. Il donne plein d'exemples où il dit à la troisième séance, j'ai fait une séance, vous voyez, d'hypnose. Il faut d'abord installer le cadre, c'est-à-dire le plus important, c'est de préparer la relation, l'accueil de la personne, que la personne se sente écoutée, qu'elle se sente respectée dans sa différence. C'est tout ce travail-là initialement qui est très important. Et progressivement, là, on va rentrer dans ce processus où la personne va se sentir en confiance à un certain niveau. Il y a une partie d'elle qui va se sentir en confiance, mais une autre partie, évidemment, ne sera pas en confiance, puisque sinon, elle ne viendrait pas vous consulter. Elle est coincée dans une autre histoire dans laquelle la confiance n'existe pas. Et ce qui vient, c'est les symptômes à la place de cette confiance. Donc, c'est le premier point. Et donc, ça, il insiste beaucoup sur cette première étape. Et cette première étape, ce n'est pas une étape qui va passer simplement par la pensée, c'est une étape qui va passer par le corps, par l'expérience corporelle partagée et par le fait que vous êtes en capacité d'accueillir et d'observer, de tenir compte de l'idéomotricité que vous observez. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être évidemment la créativité. Et qu'est-ce que c'est que cette créativité? C'est la capacité, quand le sujet est confronté justement à ce monde avant où il était seul, et c'est de l'aider à ce moment-là à mettre en place un cadre par les questions que vous posez, de telle manière que va émerger des nouvelles manières d'être à partir de ce qu'il appelle le guide intérieur, on va en parler tout à l'heure, l'esprit inconscient. Qu'est-ce que c'est que ces mots? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là? Et j'essaierai de réfléchir avec vous sur ce point-là après. L'étape d'après, c'est une fois que ce processus de créativité est en place, et ce processus de créativité, pour moi, c'est fondamental, ça va être la traversée du monde de l'angoisse, et en particulier des angoisses de mort et du vide. La personne va être en capacité, au lieu de se replier sur elle-même et de rester passive, de continuer d'avancer alors qu'elle est dans un monde qui est vraiment pas très clair pour elle, avec des dangers qui sont majeurs. On va arriver, une fois que la traversée est faite, sur ce qu'on appelle le phénomène de illumination. C'est donc la deuxième période, on appelle ça l'incubation, hein. Donc c'est pas on observe que la personne est active à ce moment-là, hein. C'est pas du tout quelque chose de passif, elle est active. Ensuite, on va avoir l'illumination, c'est-à-dire tout d'un coup, vous sentez une détente, la personne se met à sourire, et dans la relation avec vous, vous sentez qu'il y a une relation de confiance qui s'installe spontanément, la personne est avec vous. Et enfin, la dernière étape, de la quatrième étape, ça va être de travailler sur l'avenir, c'est-à-dire que la personne va travailler sur l'anticipation, comment cette expérience qu'elle vient de faire avec vous, c'est-à-dire cette capacité à redevenir créative dans la relation avec vous, hein, c'est dans la relation que se fait cette créativité, va pouvoir être transportée, c'est une transformation dans sa vie à elle quand vous n'êtes pas là, de telle manière que ces nouvelles ressources qui ont émergé de manière expérimentale dans la relation thérapeutique va pouvoir amener le sujet à faire des choses, des actions différentes et des nouvelles manières de réagir dans l'avenir.
Donc, toute la dernière étape, c'est une étape centrée sur l'anticipation, où la personne doit se voir dans le réel, en train de mettre en place, hein, de mettre en place ce qu'elle a découvert en lien avec cette relation et sa propre créativité dans la relation thérapeutique. Donc cette dimension-là, pour moi, de Rossi, c'est quelque chose qui est au centre de tout changement en thérapie. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est la mise en contact, c'est l'incubation, c'est l'illumination et c'est donc ce travail d'anticipation. Et pour faire ces 4 étapes, Rossi, qui travaillait beaucoup justement sur la question de la créativité, a repris, hein, toutes les réflexions précédentes qui avaient été faites sur la créativité, en particulier au niveau scientifique. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin et de vous montrer quel est le lien aussi entre cette dimension que nous décrit Rossi, qui est, on pourrait dire, l'hypnose thérapeutique, c'est-à-dire entre guillemets non suggestive, mais simplement basée sur une mise en place de relations et des questionnements qui vont développer chez le sujet des capacités d'être créatif, c'est-à-dire de devenir lui-même dans la relation, hein, c'est-à-dire de sortir des processus dissociatifs pour prendre des initiatives qui vont permettre à la réassociation de se mettre en place. Le sujet ne devient vraiment libre en termes d'action, on voit ça à l'étape 4, qu'à partir du moment où il est réassocié. Et le processus de réassociation, ça correspond à ce qu'il a décrit comme processus d'illumination. Alors, maintenant, je voudrais juste rajouter quelques petits points pour faire le lien entre cela et les thérapies brèves. Qu'est-ce que sont que les thérapies brèves, qui n'est pas vraiment un bon terme, parce que tout le monde croit que c'est centré sur la rapidité. Les thérapies brèves sont des thérapies centrées ressources, simplement. Tout le travail d'Erickson, c'est un travail centré solution, centré ressources, c'est-à-dire c'est un travail centré sur la vie et non pas sur des raisonnements, etc., etc., des bonnes manières de faire, etc. C'est permettre à quelqu'un de refaire une expérience de vie dans la relation avec l'autre et en particulier de pouvoir faire l'expérience que sa propre liberté peut émerger, peut exister dans sa relation avec l'autre et que les initiatives qui peuvent être mises à prendre dans sa vie sont des initiatives qui vont enrichir la vie des autres, qui en retour vont valider le sens de la vie du sujet. Alors, si on repart de cette dimension, on va chercher le lien entre la thérapie, comment je dirais, la thérapie brève ou la thérapie centrée ressources, puisque c'est là, et l'hypnose, mais vous avez bien vu, c'est une hypnose centrée ressources, hein, le travail d'Erickson et de Rossi. Ce qui est au centre, c'est comment peut-on passer d'un monde dans lequel il y a une contradiction entre l'autonomie et la relation, qui est le monde de la pathologie, hein, c'est-à-dire un monde dans lequel, si je suis en relation, eh ben, je ne peux pas être libre, je suis dépendant de l'autre, c'est l'autre qui décide à ma place, et je dois faire ce que l'autre souhaite que je fasse, c'est un expert, hein, c'est ça, c'est celui qui sait. Donc si je rentre dans une relation, l'autre sait toujours mieux que moi. Et quand je suis pris dans ce monde-là, évidemment, je ne peux pas expérimenter ma propre liberté, et pour pouvoir rester dans la relation, je suis obligé de sacrifier ma liberté. C'est-à-dire de faire ce que l'autre, finalement, souhaite de manière directe et indirecte, mais ma propre créativité, vous voyez, dans la relation humaine, ma propre créativité n'est jamais accueillie par l'autre comme enrichissant la vie de l'autre. Et c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que pour qu'une relation soit vivante, il faut que chacun dans la relation puisse s'autoriser à être créatif dans la relation et puisse imaginer que cette créativité puisse enrichir la vie de l'autre, ce qui fait qu'en retour, le sujet fait l'expérience d'avoir de la valeur pour l'autre. Donc, ce qui est vraiment la base de la sécurité interne. Ça, c'est on est dans la vie, hein, et dans la vie relationnelle vivante. Mais quand la vie n'est pas en place, eh bien, il y a cette contradiction entre relation à l'autre et relation à soi. Et quand la relation à l'autre et la relation à soi sont en contradiction, toute relation est vécue sous forme maltraitante, c'est-à-dire s'il y a de la relation, il n'y a pas de liberté, ma liberté est maltraitée, et je n'ai pas de valeur pour l'autre,
puisque l'autre n'accueille pas ma propre créativité comme pouvant enrichir sa vie. Okay, et j'essaye de retrouver donc ma liberté, mais en dehors de tout lien humain. Et la liberté, à ce moment-là, elle est dans le vide. Et quand vous avez une liberté dans le vide et il n'y a pas de relation humaine, assez rapidement, ce qui va venir dans ce vide, c'est des angoisses de mort. Alors, je donne souvent cet exemple, ça correspond à ce qu'on a dans les cauchemars. Hein, dans les cauchemars, vous avez des monstres qui détruisent toute initiative que vous pouvez prendre, toute votre liberté est détruite, ou bien, dans les cauchemars, vous tombez dans le vide et vous allez mourir. Hein. Et la mise en scène des cauchemars, on pourrait dire, le cauchemar est une mise en scène de la problématique dissociative que nous retrouvons tous à partir du moment où le sujet commence à développer son autonomie. C'est pour ça que les enfants, quand ils commencent à développer leur autonomie, à avoir des actions un peu plus éloignées de celles des parents, ce qu'ils ont peur évidemment, c'est que leur propre créativité, leur capacité à prendre des initiatives ne soit pas validée en termes de ayant du sens pour les autres, mais c'est comme s'ils étaient entre guillemets désobéissants, ce qui fait qu'ils vont rapidement faire des cauchemars à cette époque-là. Donc toutes les périodes de croissance, vous avez, et d'individuation, comme on dit, vous avez ces processus de cauchemar qui se mettent en place. Alors, si on repart avec cela et on va se dire, mais comment fait-on donc? Quel est le lien avec de cette première étape avec les thérapies brèves, qui sont les thérapies stratégiques, les thérapies solutions, centrées solutions et les thérapies narratives. Alors, qu'est-ce que c'est que cette première étape qu'on a dans ces trois thérapies? Ces trois thérapies sont des thérapies systémiques, donc centrées sur la relation, hein, et sur la relation, ça veut dire sur le corps relationnel. Alors, les thérapies brèves sont plus centrées en termes de conversation sur la relation, tandis que l'hypnose est plus centrée sur le corps, mais vous comprenez bien qu'on travaille sur le corps relationnel. Quand on va attirer l'attention de la personne sur le corps, mais c'est le corps dans la relation. C'est pour ça que quand Erickson dit observer, observer, ce qu'il faut observer, c'est le corps dans la relation. Et nous avons au contraire le travail en thérapie brève, où nous voyons certains types de relations et de plaintes par rapport aux relations qui sont vécues comme des maltraitances, hein, qui est ce qu'on a vu au départ. Et il y a une contradiction entre l'autonomie et la relation. Donc la personne se plaint, parce que toute relation est une relation où sa propre individualité, sa propre créativité n'est pas perçue par l'autre. À partir de ce moment-là, ah ben, la personne va décrire tout ce qui va mal, et dans les effets, évidemment, vous avez des effets, des symptômes qui sont aussi corporels. Et l'angoisse, elle est dans le corps. Et vous avez des émotions qui sont bloquées et qui vont se traduire par une souffrance, une tension dans le corps. Donc c'est l'hypnose enfin l'hypnose euh, sous forme d'idéomotricité, dont vient de nous parler Rossi, et, et non pas hypnosuggestion, et les thérapies brèves sont au même niveau logique. Okay. C'est quoi la première étape de Rossi? La première étape de Rossi, c'est que vous avez une personne qui vient vous voir, elle est dans la plainte, et tout le travail, c'est l'accueil, et que la personne fasse l'expérience dans la relation avec vous de pouvoir, d'imaginer qu'elle puisse être libre dans la relation. C'est la première étape, et c'est pour ça que Steve de Chazer nous disait déjà, il n'y a pas de résistance. C'est-à-dire tout ce que va faire le sujet, on va valider. C'est-à-dire le sujet a une intention, qui est très importante, de rentrer en relation, mais pas n'importe comment. Il a envie de rentrer en relation, mais sous forme de sujet libre dans la relation. Tout le monde a ce désir profond. Et ce qu'on appelle l'esprit inconscient, hein, au sens de cet esprit intérieur, de ce guide, c'est la vie, c'est une métaphore de la vie, c'est ce processus de vie, l'esprit inconscient, qui va amener toute personne à vouloir faire cette expérience d'autonomie dans la relation, de telle manière qu'il puisse être créatif, enrichir la vie des autres, et en retour, sa propre vie a du sens et peut être enrichie. Donc la première étape, hein, de ce qu'on appelle les 4 étapes de Rossi, la première étape, c'est mettre en place, par le questionnement, par les observations, en particulier sur le questionnement, l'importance de poser des questions sur les choix, qui est vraiment fondamental, par les reformulations, que la personne se sente écoutée, on ne pense pas à sa place, par le fait que si la personne fait quelque chose de différent,
par rapport à ce qu'on attend. Papa, elle arrive en retard au rendez-vous, etc. Il y a toujours, ou elle râle sur tel ou tel sujet, elle a une émotion et de la colère qui arrive. On valide toujours qu'il y a une bonne intention chez le sujet. Et donc, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de, entre guillemets, résistance. Mais vous voyez bien, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un faire semblant, hein, comme on pourrait l'imaginer en thérapie. Une non-compréhension de la thérapie stratégique, c'est vraiment aider la personne à rentrer dans cette expérience où ce qu'il y a de plus intime chez elle, de plus créatif, est accueilli de manière inconditionnelle par l'autre. C'est la première étape. Donc je dirais que la première étape des 4 étapes, c'est de traverser les angoisses de maltraitance. La personne vient vous voir, il y a une partie d'elle qui veut de l'aide, mais il y a une autre partie d'elle qui est persuadée qu'elle va être maltraitée, pas méchamment, mais que vous allez l'amener à penser à sa place, oui, au sens de l'hypnose traditionnelle, tel que les gens puissent l'imaginer. Alors que tout le travail, par le questionnement, c'est de faire émerger le sujet comme un sujet autonome qui va développer sa propre créativité. Donc les questions qu'on pose, c'est des questions évidemment dont nous n'avons pas la réponse. Et c'est ça ce qui est fondamental, c'est des réponses qui peuvent être partagées. Ce que vit le thérapeute est très important à ce moment-là, parce que si la personne se sent pris dans le processus de maltraitance, en retour, on va avoir des effets corporels sur le thérapeute. Et le thérapeute, il est important qu'à ce moment-là, il puisse le remettre dans la relation. Ce qui bloque, le remettre dans la relation. Mais automatiquement, il va y avoir du blocage, puisque le monde dans lequel on est pris avec le sujet, puisqu'on va le rejoindre dans ce monde-là, c'est un monde dissociatif. Étape suivante, après avoir traversé les angoisses de maltraitance, donc les angoisses de maltraitance, c'est de deux types. C'est la peur d'être avalé par l'autre, hein. On sent que la personne, c'est pour ça que c'est très important d'observer comment la personne respire. Elle a du mal à respirer à un moment donné. Elle a du mal à rentrer en contact physique parce que c'est comme si elle allait être avalée par l'autre. Et la deuxième angoisse, qui est le monde de maltraitance, c'est pour ne pas être avalée, la personne va essayer de faire un petit pas de côté, de se déconnecter de la relation avec l'autre pour faire quelque chose de différent, parce qu'elle dit si je rentre dans la relation avec l'autre, je vais me faire avaler, et ben c'est l'angoisse d'être rejeté et abandonné. Donc ces deux types d'angoisse, c'est vraiment la première étape sur laquelle il est nécessaire de travailler avant de commencer le processus d'incubation, ce processus d'incubation qui va être le processus de mise en place de la créativité par le sujet, de telle manière qu'il soit en capacité de traverser les angoisses de mort qui sont liées au vide et sidéral, le vide dans lequel il n'y a personne d'autre. Et si la vie, c'est la relation humaine, ça veut dire que c'est une expérience dans laquelle la relation humaine n'est pas en place. Mais si la relation humaine n'est pas en place, ce qui n'est pas en place, c'est le partage affectif. C'est un monde dans lequel il n'y a pas d'affect. Et pour moi, ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que vous avez des processus d'émotions qui arrivent, mais l'émotion n'a jamais de sens et ne peut pas rejoindre le monde affectif, c'est-à-dire le partage affectif dans lequel on peut se réjouir d'avoir une vie enrichie par ce partage avec l'autre et que l'autre aussi soit enrichi par le partage avec nous. Et à la place, on a l'impression ça n'a pas de sens, c'est zéro valeur. Donc c'est cette traversée qui est la phase d'incubation. Et quand cette traversée est faite, hein, qui est la deuxième partie du processus dissociatif, ça veut dire qu'on est en capacité de traverser les angoisses d'abandon, qui sont les angoisses de mort. Et c'est cette traversée qui produit le processus de réassociation qui va aboutir sur ce qu'on appelle la phase d'illumination, c'est-à-dire le processus de réassociation. Donc vous voyez bien que le corps relationnel est au centre de ce processus-là. Hein, on observe le corps. Dès le départ dans la relation, c'est l'accordage corporel qui est en place, c'est la traversée des angoisses de maltraitance, comme on vient de le voir en insistant au départ sur l'observation, l'idiomotricité, la notion de liberté, le fait qu'il n'y ait pas de résistance. Et à partir de là, et quand cette première étape est faite, la personne à ce moment-là va explorer un autre monde, ce monde du danger, qui est ce monde du vide. Mais pour traverser ce vide, pour l'explorer, eh bien, il faut déjà qu'il y a ce processus qui s'est mis en place, et c'est ce processus que Rossi appelle le guide intérieur, hein, c'est-à-dire cette partie en nous qui nous guide vers la vie.
cette partie vivante qui nous guide vers la vie et qui nous fait sortir des impasses et des représentations liées au monde de la survie, c'est-à-dire au monde du processus dissociatif, monde dans lequel les intentions relationnelles de l'autre ne sont jamais perçues, en particulier lorsque ces intentions sont perçues comme trop différentes des attentes du sujet. Ensuite, nous Julien, arrivons à la... Oui. Julien, je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais allumer une lumière? Tu es en train de disparaître dans ton étagère et tu vas bientôt Ah, faire qu'un avec tes livres. ah, c'est des livres de cuisine. Ok. C'est plus clair là? Très bien. Et ouais, mais il faut pas hésiter. Je suis dans. Euh, euh, où est-ce que j'en étais? Donc, c'est l'étape numéro 2. On va passer à l'étape numéro 3, qui est l'illumination. Donc, qu'est-ce que c'est que l'illumination? L'illumination, c'est le processus de réassociation. Et c'est quoi le processus de réassociation? C'est quand nous vivons une exception, c'est-à-dire une exception au sens plein et entier du terme, c'est-à-dire relation à soi, relation à l'autre, relation au monde. C'est-à-dire que tout ça est aligné. Il y a un alignement du corps, relation à soi, relation à l'autre et relation au monde. Et lorsque la personne va pouvoir prendre des initiatives, hein, au moment où il se rend compte qu'il a cette capacité, grâce à sa créativité, de prendre des initiatives, et ces initiatives vont permettre que la relation à l'autre et à soi, ben, à travers ce partage affectif, se mette en place. Évidemment, ça correspond à quelque chose de très important en thérapie, c'est la notion de valeur en narratif. Qu'est-ce que c'est que les valeurs en narratif? C'est ces relations vivantes qui émergent lorsque le processus réassociatif est là et que la personne est en capacité de prendre des initiatives à partir de cette expérience pour enrichir les relations humaines, enrichir la liberté de l'autre et que la liberté de l'autre nous enrichisse notre vie, comme notre liberté peut enrichir la vie de l'autre. C'est-à-dire se retrouver au sens de ce qu'Erickson appelait la coopération, en nous disant que le centre du travail en hypnose ericksonienne, c'est le processus de coopération et non pas le processus de rivalité qui est le monde des problèmes. Donc ça, c'est l'étape 3. Donc vous voyez, on voit bien que tout se lie, cette notion d'exception qui est là, qui est au centre de la thérapie centrée sur les ressources, de la thérapie brève, c'est ce processus dans lequel sont alignés intention, action, relation à l'autre, relation à soi, relation au monde, relation à l'autre. Là, vous avez un alignement, c'est ça le processus réassociatif. Ensuite, nous allons avoir donc l'étape suivante. Donc, on voit bien là, c'est vraiment ça le centre de. C'est ça une valeur. Donc, toutes les exceptions ont du sens. C'est pas simplement une action, une exception. C'est une action qui a des effets relationnels qui enrichissent la vie du sujet. C'est pas simplement une action où le problème est moins important. C'est pas simplement un moment où je bois moins, parce que là, vous restez dans le processus du problème. Et toute la difficulté, évidemment, en thérapie, ça va être d'être en capacité d'interpréter l'exception et de faire vivre l'exception du côté de l'intention et de la relation, et non pas du côté du problème, c'est du côté du processus dissociatif. Quatrième étape, une fois qu'on est reconnecté à cette notion d'exception comme expérience qui a du sens, c'est-à-dire de valeur, qui donne du sens à la vie du sujet, cette relation a du sens, eh ben, c'est comment cette expérience que je viens de faire avec le thérapeute, dans le cabinet du thérapeute, dans le partage d'imaginaire, dans le partage de questionnements, dans le partage de sensations, je vais pouvoir à ce moment-là le projeter dans l'avenir de telle manière que je vais pouvoir m'autonomiser par rapport au processus d'autonomie relationnelle. Les valeurs, à ce moment-là, c'est extrêmement précis pour moi, toutes les valeurs sont des formes de l'autonomie relationnelle. On est parti de la contradiction entre autonomie et relation, on a traversé les angoisses liées à l'absence d'autonomie dans la relation, ensuite on a traversé les angoisses et à l'absence de relation, et enfin on arrive sur ce moment où l'autonomie relationnelle est constituée, et vous avez ce phénomène où la personne se détend, physiquement la personne est avec vous, il y a ce partage spontané. Étape numéro 4, c'est comment cette expérience d'autonomie relationnelle, ce processus qui a émergé
Rossi dirait, en lien avec le processus cet esprit intérieur, va émerger une capacité de se voir soi-même, de s'autonomiser soi-même lorsque le thérapeute ne soit plus là, c'est-à-dire d'intégrer le lien avec le thérapeute à l'intérieur du sujet, de telle manière qu'il va pouvoir prendre des initiatives vis-à-vis de l'avenir, où il va trouver un monde dans lequel le sens est présent, c'est-à-dire dans lequel la vie va pouvoir continuer à exister et à se développer. Et ça, c'est évidemment le travail d'anticipation qui est toujours la fin d'une séance d'hypnose. Une séance d'hypnose se termine toujours sur un travail sur l'anticipation. Et ce que je voulais dire, c'est que dans l'ancienne, quand on parlait en termes d'hypnose, on parlait de suggestion post-hypnotique, hein, mais au sens de suggérer à la personne comment ça va se passer, tandis que là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là de la suggestion post-hypnotique, on est là dans le travail d'anticipation au sens d'Erickson, où la personne va pouvoir projeter sa propre créativité dans l'avenir et en capacité de construire un monde dans la relation à elle et aux autres qui ont du sens. Et aussi une capacité comment je dirais, de trouver de nouvelles manières de vivre dans lesquelles le corps n'est plus un corps qui souffre, c'est-à-dire un corps qui est bloqué dans la sensorialité, mais un corps dans lequel le ressenti sensoriel, le ressenti émotionnel rejoint la vie affective et relationnelle. Voilà pour ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je voulais vraiment vous montrer que le travail de thérapie brève et le travail qu'on fait en hypnose ericksonienne, mais au sens de l'idomotricité, est un travail qui est au même niveau. Hein, c'est ce qui va se passer au niveau corporel dans la relation avec le thérapeute qu'on va appeler, entre guillemets, travail d'hypnose. En ce sens-là, toutes les thérapies brèves sont des conversations hypnotiques. Ce n'est pas des discours sûrs, c'est vraiment une expérience dans laquelle le corps retrouve sa place dans la relation et la relation est accueillie comme pouvant enrichir la vie du sujet. Voilà, donc je vous propose de me poser des questions si vous le souhaitez ou proposer une situation clinique où on puisse réfléchir à partir de cette lecture que je vous propose du travail de Rossi à travers le concept d'autonomie relationnelle. Ne vous précipitez pas tous. Vous avez tous compris. Bonjour. Alors, moi, c'est une Bonjour question. Véronique. Bonjour. J'ai noté, c'est important que le thérapeute soit attentif à la façon dont la personne est en face et à la façon dont elle se sent, elle, dont le thérapeute se sent. Hein. Et c'est bien qu'il se remette dans la relation. Et quand tu as dit ça, je me suis dit, ah bon, comment je vais faire si moi je ressens quelque chose? Comment je fais pour me remettre dans la relation? Ah ben, c'est pas évident d'être dans la relation, c'est un travail. C'est-à-dire que notre observation porte sur ce que je perçois de l'autre dans la relation, mais moi aussi, comment je me perçois dans la relation. Parce que le processus de blocage au départ, c'est un processus qui vient de l'histoire dans lequel est pris la personne. C'est-à-dire que le problème dans lequel qui a des effets dissociatifs, c'est un problème qui a des effets dissociatifs sur le sujet qui vient nous voir, mais aussi sur nous, Mhm. puisque l'autre ne perçoit pas au départ, de manière évidente, les bonnes intentions de nos questions, puisqu'il pense qu'on est dans une position, finalement, on pourrait dire qu'au niveau affectif, on n'est pas là, on est là en tant que technicien, et on est là pour amener des recettes. Hein, c'est un peu ça que pense la personne. Mais en même temps, c'est ce qu'elle a envie, qu'on lui dise comment faire. Mais si on lui dit comment faire, automatiquement, elle-même, c'est comme si on niait sa propre liberté. Donc l'idée de la créativité, c'est la créativité à deux. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va devenir créatifs,
quand le sujet va devenir créatif. Et il va pouvoir devenir créatif si nous-mêmes on est créatifs dans nos questionnements. Et donc le but d'un certain nombre de questions de Rossi est un but dans lequel le thérapeute aussi, hein, par le questionnement, va développer sa propre créativité. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident au départ. C'est-à-dire que la vision, on peut dire, il y a la personne qui vient nous voir, elle est enfermée dans un monde qui est un monde dissociatif, dans lequel il y a des effets dissociatifs qui se répètent, hein, des effets automatiques au mauvais sens du terme. Et nous-mêmes, on est pris là-dedans. Parce que si cette histoire-là n'a pas d'effet sur nous, on ne peut pas rentrer en relation avec la personne. Parce qu'il y a des symptômes, elle est triste, etc. Nous, si on est neutre en disant je vais vous montrer comment faire, etc., on ne va pas créer le lien. Mais dès qu'on va commencer à créer le lien, il y a une angoisse qui arrive, c'est que la personne a peur d'être avalée. Donc ce travail sur la relation à l'autre, au départ, c'est ça la première étape. Et si moi, je me sens bloqué, eh ben, il faut que je puisse mettre ce blocage dans la relation avec l'autre, je puisse en parler. Okay. Et l'introduire dans le questionnement. Hein, c'est-à-dire que je ne vais pas dire, je ne fais pas comme si tout allait bien. Alors, j'ai plusieurs manières de faire. Hein. Je pensais, par exemple, le travail d'Alain, Alain Vallée, qui était important dans ce qu'on appelle l'hypnose de l'acceptation, c'est ce travail à ce moment-là. C'est-à-dire que quand je sens que l'autre, moi je sens que je suis un peu tendu, je sens que l'autre est un peu tendu, je peux demander. Hein. Une fois que j'ai pu verbaliser aussi l'effet de cette tension comme ayant du sens même sur moi, c'est mais comment, qu'est-ce que vous ressentez là? Ah, j'ai une tension, etc. Est-ce que vous pouvez simplement voilà, laisser vivre ça, l'observer, laisser vivre. Okay. Et là, c'est quelque chose qui a du sens. Vous voyez. Et donc, je trouve que l'hypnose de l'acceptation, dans cette première phase, est très importante. Parce que tous ces petits blocages qu'on a dans le monde de la maltraitance sont présents. Ça aide énormément à traverser les angoisses de maltraitance. Voilà. Ok, merci. Tu vois, c'est. Voilà. Et sinon, tu parles de ce que tu ressens. Hein, et l'idée, c'est de nommer ce monde, tu vois, ce monde de problèmes, c'est-à-dire de l'externaliser. La notion d'externalisation en thérapie a pour but de nommer ce monde-là, qui est le monde qui empêche, qui est le monde de la dissociation, lui donner un nom, qui empêche que la relation s'installe. Et donc, une fois que la nomination est faite de cette externalisation comme un autre personnage, vous voyez, c'est comme un nom de personnage, à partir de ce moment-là, ça va dégager la coopération avec la personne qui vient nous voir. Parce que toute la première étape, c'est comment peut-on construire une coopération alors que la personne nous demande d'être dans une position de savoir et de sauveur, et que si on s'y met, on est quelqu'un de maltraitant, on perd la relation, la thérapie s'arrête, après, on remonte dans la tête, on remonte totalement dans la tête. Okay. C'est vraiment un tout. Je dirais que dans l'approche de Rossi, si on regarde les effets du processus dissociatif, donc on sait que dans les processus dissociatifs, il y a des gestes automatiques, il y a des tensions dans le corps, hein, les émotions sont bloquées et la personne est prise dans des représentations toutes faites. Hein. Donc le questionnement a pour but de sortir des représentations toutes faites. L'accueil du ressenti sensoriel est très important, comme dans l'hypnose de l'acceptation. Mais il ne faut pas faire ça séparé, c'est la même chose tout ça. Et puis percevoir la manière dont la personne bouge les mains, bouge le corps, respire, etc. Et à chaque fois l'intégrer dans la relation que nous avons avec l'autre. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Okay. J'ai des livres à lire encore. Ouais. Mais moi je trouve que enfin, ta question pour moi vraiment m'intéresse dans la mesure où, évidemment au départ, il y a une partie du sujet qui nous fait confiance, mais il y a une partie qui ne peut pas nous faire confiance, sinon la personne ne serait pas. Et la partie qui ne peut pas nous faire confiance, c'est celle qui est en lien avec les affects qui sont dissociés.
Je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir aujourd'hui entre la sensorialité et le sens de la sensorialité. C'est sur ça, à mon avis, que travailler aussi. C'est-à-dire comment sortir de ben, je sens de la tension, etc. Mais quel est le sens de ça dans la relation? C'est le travail sur le sens de la sensorialité pour aider la personne à rentrer dans une expérience humaine partagée. Voilà, voilà, voilà. Comme je sais que tu me l'as dit, que tu t'es inscrit au, à la formation de pédopsie, hein, Ah oui, j'espère qu'elle va se faire, hein? qui va se faire. Oui, elle va se faire, c'est sûr. Ah, bon, Tout ça va être retravaillé hein, au cours de cette formation avec Julien Vallée qui est là et Arnaud Zeman. Hein, c'est vraiment ok. quelque chose qui va être travaillé parce que je trouve que la pédopsie, c'est ça qui permet de comprendre ce qui se passe au niveau adulte. Et je trouve que tous les psychiatres adultes devraient faire de la pédopsie. Et on en a tous fait. Je vois Wilfried qui a fait la pédopsie, qui a commencé par ça. Au départ, on est tous pédopsychiatres parce que ça aide à percevoir cette dynamique et comment la dynamique relationnelle peut s'installer. Mais une fois que les difficultés sont au niveau adulte, en vrai, c'est les mêmes problématiques qui sont là au niveau psychodynamique. Et tout ce qui est important, c'est de rétablir une psychodynamique de la vie centrée sur les solutions et non pas une psychodynamique centrée sur les problèmes. Et une compréhension des, des- des difficultés que traversent les gens, non pas à partir de la survie, mais à partir de la vie. Et c'est ça qu'a amené Erickson, et c'est sur ça que travaille Rossi, jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Voilà, merci. Autre Merci. question ou autre. J'ai pas eu le temps de tout vous développer. Hein. J'essaie d'aller sur l'essentiel. Alors, c'est pas une question que je vais te poser véritablement, Vas-y. que tu nous fasses un petit laïus, si j'ose dire, sur les problèmes de dépendance produits, qui sont souvent les addictions dans leur globalité, sont des métaphores de la dépendance affective. Et Ouais, j'allais dire, la personne se maltraite déjà par elle-même, par ses consommations ou ses comportements. évidemment. Euh, et la question, c'est comment arriver au passage du lâchage de cette maltraitance sans avoir peur de la maltraitance justement avec une personne, que ce soit sa thérapeute ou celle des autres en général. Alors pour moi, c'est évidemment le centre aujourd'hui, puisque aujourd'hui on sait que nous sommes dans une société addictive. C'est une société dans laquelle la relation n'est pas pensée. Mm. Les gens ont peur des relations en disant si je rentre dans une relation humaine, si je m'engage dans une relation humaine, je vais perdre ma liberté. On voit ça partout. Ça transite à travers toute la culture. Et donc la personne, si je suis dans une relation humaine, donc au début c'est les conversations autour de ça. C'est d'amener la personne à réfléchir, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son problème. Ça fait partie de l'installation de l'étape numéro un. Hein. C'est tout ce contexte-là. Comment la personne, qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Euh, Nous sommes dans un monde où la personne, donc, vit toute relation humaine comme une relation de maltraitance. Ok. Elle pense que l'autre est tout-puissant. Elle, la toute-puissance, elle l'a du côté du produit. Ce que vit le produit, c'est la toute-puissance. C'est pour ça que toutes les techniques au niveau de l'alcool, c'était accepter, tu vois, alcoolique anonyme, accepter que l'alcool est plus puissant. La personne veut être la plus puissante parce qu'elle veut être hyper puissante c'est pour ça qu'elle est au-dessus des lois. On dit souvent c'est des gens extrêmement difficiles quand cette problématique est présente, c'est très difficile de travailler avec, hein, parce que les gens font semblant ou bien au contraire sont dans la transgression, parce qu'ils sont dans la toute-puissance, mais leur vision c'est que l'autre est tout-puissant. Hein. Et il est tout-puissant à quel niveau? Au niveau affectif. Alors pour moi, là, le problème de la toxicomanie au départ, c'est la rupture entre la dimension affective et sensible de la relation humaine et la dimension purement sensorielle ou émotionnelle. C'est-à-dire que les émotions, la sensorialité n'a pas de sens. C'est juste de la stimulation, c'est du quantitatif.
la personne essaye de se donner le change, parce que si elle n'a pas le produit, et quand elle prend le produit, c'est qu'il y a des angoisses qui montent dans lesquelles elle se retrouve confrontée au vide, aux angoisses de mort. Donc il y a une alternance sans arrêt entre le produit et puis, et je dirais, et sa relation au vide. Alors, que faire? L'idée, c'est si on se connecte directement sur le produit ou sur le comportement, comme dans l'anorexie, par rapport à l'alimentation, par rapport à la nourriture, si on commence à travailler directement la relation au monde, parce que le produit, il est dans le monde, il n'est pas dans la relation humaine. Il est dans le monde, il a des effets sur la relation humaine, il empêche la relation humaine. Okay. Donc le premier travail, donc je dirais c'est un questionnement stratégique, on pourrait dire, au sens large du terme, d'amener la personne à réfléchir sur ce qu'elle fait, pourquoi ça ne marche pas, etc. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Okay. De l'aider ensuite à travailler à travers la notion d'externalisation, okay, pour qu'elle différencie la personne qu'elle est de son existence en tant que réduite à être un consommateur de produits ou de comportements. Okay. Et à partir de là, rentrer dans la première étape, qui est cette fameuse première étape de Rossi, c'est-à-dire de traverser les angoisses de maltraitance. Tant qu'on n'a pas traversé les angoisses de maltraitance, tant qu'on n'est pas traversé les angoisses qui sont liées au vide, tant qu'il n'y a pas le processus, je dirais, de illumination, c'est-à-dire de perception d'exception, c'est pas possible de travailler la relation au produit. Je dirais que l'enseignement, on pourrait dire, de Rossi par rapport à ça, ce serait ne vous précipitez pas, tant que la relation n'est pas installée, ça n'a pas de sens de travailler sur le sevrage. C'est pour ça que dans tout ce qui a été fait en approche entrée-solution, par exemple sur l'alcool, avec Luc Isbert, c'est vraiment cette dimension, il faut d'abord mettre en place la relation, et s'il parle d'exception, quand il parle d'exception, Luc, il faut le comprendre comme ce moment, pas simplement où le produit n'est pas présent, mais le produit n'est pas présent, mais les relations sont présentes. Tant que le sujet ne fait pas un travail sur le lien entre exception, produit moins présent, amélioration par rapport à ça, et vie relationnelle vivante, on peut rien faire. Donc je dirais, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est d'abord installer la relation avant pour permettre au sujet, à ce moment-là, de gagner en liberté, d'être libre par rapport à faire un travail, ce processus, hein, en rapport avec les produits ou les comportements. Donc, si je pense à l'anorexie, tu vois, dans l'anorexie, il faut d'abord travailler la relation à l'autre, d'abord retrouver du plaisir dans la relation à l'autre. Tant qu'on n'a pas retrouvé, surtout dans les addictions, la question du plaisir est fondamentale, tant qu'on n'a pas retrouvé du plaisir dans la relation à l'autre, on ne peut pas se passer du plaisir dans la relation aux objets, aux produits. Ce n'est pas possible. Et je crois que la vision dominante en France, c'est une vision du sujet par rapport au produit, ou par rapport au comportement, comme si le sujet était un individu déjà constitué. Alors c'est évidemment une erreur épistémologique qui est confirmée par toutes les neurosciences actuelles, hein, comme quoi les neurones miroirs par rapport au processus d'accordage, développement psychoaffectif de l'enfant, etc., etc. Hein, il faut partir de là, c'est-à-dire ce qui est premier, c'est le corps relationnel. Tant que le corps relationnel, c'est-à-dire le processus de réassociation, tant que le processus de réassociation n'est pas là, c'est impossible de modifier ta relation avec les produits, avec les comportements. OK? Merci, Julien, de ton éclairage. Voilà. Merci pour ton retour. Voilà, avancer lentement, c'est pour ça que Erickson disait la thérapie brève, c'est une thérapie lente. Hein? C'est ce travail sur la relation qui est lent. Mais tant que ça, c'est pas en place, la vie n'a pas de sens. On n'est pas des machines. Mais ce qui est difficile, c'est que l'imaginaire dominant dans notre culture est un imaginaire technique.
Alors, l'imaginaire technique, c'est des objets séparés qui correspondent à une vision de l'individualisme, mais aussi à des objets séparés qui correspondent au monde abandonné ou qui a une pensée par tas. Tu vois, c'est des trucs séparés. C'est un monde chaotique. Et c'est pour ça que Rossi prend cette métaphore du chaos pour tout d'un coup faire émerger quelque chose de nouveau à partir de ce monde chaotique, qui sont des choses séparées, des objets séparés. Voilà, c'est vraiment ce que je pense profondément, et je vais me dire un peu plus loin, je vais dire que le monde, ce monde-là, où l'imaginaire technique elle domine tout, c'est un monde de la puissance, mais de la puissance par rapport à l'autre, par rapport à soi. C'est pas un monde de la relation. Et si c'est un monde de la puissance, c'est aussi un monde dans lequel la pensée affective n'est pas là, parce que la technique n'a pas d'affect. La technique, c'est simplement une relation au monde, il faut que ça marche. Quand j'ouvre le robinet, l'eau coule. Je ferme le robinet, ça arrête de couler. Mais si on veut faire la même chose avec quelqu'un qui boit de l'alcool, comme si la thérapie c'est fermer le robinet, ça ne marchera jamais. C'est permettre à quelqu'un de retrouver son humanité. Voilà, voilà, voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y a une dimension éthique fondamentale dans la thérapie. Sans éthique, la thérapie n'a pas de sens. Puisque c'est une éthique de la relation humaine. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ben, apparemment non, Julien. Je finis juste pour dire que les 3 étapes que tu enseignes aussi, Wilfried à la Repta, de la manière de poser les questions en 3 étapes, avec une dimension temporelle, dès que votre esprit inconscient, mais cet esprit inconscient, c'est cet esprit dont je parlais tout à l'heure, qui est le monde de la vie, hein, qui va vers l'autonomie relationnelle. C'est ça le processus. Hein. Dès que ça va se mettre en place, votre esprit inconscient voilà, va vous permettre de vous libérer hein, de ce monde, où l'affect n'est pas en place, dans lequel on ne perçoit pas les intentions relationnelles de l'autre. Okay, mais est-ce qu'on cherche une réponse qui est une réponse du côté de l'idiomotricité? Okay. Finalement, est-ce que votre respiration va devenir plus calme hein, si j'ai peur d'être avalé par l'autre? Est-ce que, euh, est-ce que de nouveaux souvenirs vont pouvoir émerger? Oui, en rapport avec les exceptions. Oui, c'est vraiment c'est cette partie, ce questionnement en 3 étapes, de sortir, qui a la même fonction, on pourrait dire que dans l'hypnose traditionnelle, à la confusion par rapport aux répétitions automatiques. La personne est enfermée dans une histoire, il faut confusionner l'histoire. Et ça, on pourrait dire, ces types de questions, c'est la même fonction, c'est de développer la créativité. Donc on a ce type de questions en 3 étapes pour développer la créativité, avec ce lien entre langage et corps, et sensorialité, le travail sur le ressenti corporel, hein, on a aussi dans l'hypnose de l'acceptation, au début pour faire au travail sur les ajustements, et puis ce processus des gestes qu'on observe. C'est vraiment c'est une dimension d'accordage et de corps qui est vivant. Hein, et ça passe par, à un moment donné, il y a quelque chose que l'on partage avec l'autre. L'autonomie de l'autre, elle va émerger dans le partage. C'est pas dans le vide. Donc c'est pas un truc qui vient du cognitif. Parce que le cognitif, là, il est enfermé dans des histoires dans lesquelles il n'y a pas du tout de relation humaine. C'est des histoires qui sont... on est toujours tout seul et on se plaint des autres. Voilà, c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment un penseur majeur aussi. Hein, et je trouve qu'en France, si en France, entre guillemets, l'hypnose continue à exister, alors qu'aux États-Unis, ils sont pris dans une pensée de la comportementaliste, mais le comportementalisme, il a du sens qu'à partir du moment où la relation est en place. C'est ça
Et ce n'est pas simplement une question de motivation. Tu vois, donc il développe beaucoup le côté motivationnel, mais c'est une motivation qui est basée sur vraiment quelque chose qui est en rapport avec l'éthique, avec le partage dans la relation avec l'autre, et dans le fait de faire de l'expérience que l'autre enrichit notre vie, et vice-versa. Voilà, donc en tout cas, pour moi, c'est vraiment une grande personne, Rossi, et puis en même temps, qui nous met qui nous dit pas, voilà, vous devez savoir, c'est simplement apprenez à vous ajuster à l'autre. Et faites le nécessaire par le questionnement, parce que vous observez, pour que la personne traverse ses angoisses de maltraitance. Commencez par ça. Et puis après, donc, traverser les phases de développer la créativité pour ensuite pouvoir traverser le vide en élargissant la perception. Voilà, voilà, voilà. Ok, Julien, bah écoute. Oui, vas-y, Wilfried. Oh, non, 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 je t'en prie, Julien. Non, 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 mais moi, enfin, je trouve que c'est très intéressant à la fois de retraverser un peu autrement, comment dire, le travail avec les processus idéodynamiques, tous les liens que tu as fait Ouais. avec les thérapies brèves et, euh, je faisais des liens en même temps que tu parlais avec les cartes, avec toute cette question quand même assez centrale finalement enfin, du corps, de l'accompagnement dans la thérapie. Enfin, voilà, ce qui me venait en dernier, c'était vraiment cette, comment dire, euh, cette présence peut-être dans la relation pour pouvoir accompagner les processus idéomoteurs, parce que il y a, il y a- enfin, quand on lit un peu Rossi, on a presque l'impression de quelque chose justement de presque technique où comment dire, le thérapeute est presque dans une situation d'observateur, alors que finalement, cette partie-là n'est qu'une petite partie du travail qui n'est possible que si la relation est vraiment installée et si cette relation se continue dans l'accompagnement et dans le travail. Et que la personne est en capacité à ce moment-là d'intégrer le lien qui est C'est ça. émergé dans la relation. Sinon, c'est pas possible. Je te suis tout à fait, parce que quand tu lis au départ euh, euh, par exemple, du symptôme à la lumière, tu as l'impression un peu, tu vois pas tellement l'affect. Tu- C'est ça. Bah, et tu surtout vois avec les trucs. toute la partie un peu, comment dire, je ne vais pas dire Tu as bien vu, ésotérique, oui. mais J'ai fait la même expérience que toi. J'ai beaucoup travaillé ces textes, mais au début, il y a quelque chose qui me passionnait, mais en même temps, je me dis, mais toute cette partie-là du départ sur le chaos, etc., et ça me paraissait un peu plaqué, c'est-à-dire vouloir faire science, tu vois. Et, mais c'est pas vouloir faire technique, tu vois. mm, Et l'idée, euh, et la difficulté, je pense, que pour que les gens puissent se l'approprier aussi, faire le lien avec l'hypnose de l'acceptation, faire le lien avec le travail en narratif, sur modifier les représentations et les croyances, hein, que l'on a au niveau où la personne est prise, je dirais quelque part, ce qui manque, c'est que Rossi ne connaissait pas le narratif. Tu et quand, les thérapies brèves qu'il connaissait, c'était aussi des métaphores. Tu vois, Palo Alto au départ, ça reste beaucoup des métaphores qui sont des métaphores techniques, alors que tu travailles sur la relation. Or, la relation, c'est un partage affectif. Là où tu as de la technique, c'est comment tu ne te fais pas piéger dans des processus dissociatifs. Parce que tout le monde se fait piéger, hein, mais c'est d'aller du côté de la vie. Et souvent, au départ, les thérapies brèves, comme l'hypnose à travers la notion de suggestion, et les thérapies brèves à travers une vision réductrice, pour moi, du stratégique, parce que le vrai stratégique, c'est euh, basé sur la coopération. C'est comment on peut développer la coopération dans un monde où à chaque fois, il y a des doubles liens et ça se retourne. On est prisonnier de l'histoire dominante. L'histoire dominante, elle fabrique que des doubles liens. Comment on peut se déprendre de cette histoire et de construire autre chose, c'est-à-dire de pouvoir habiter son corps. Et on pourrait dire en narratif que euh, les histoires alternatives, c'est les histoires dans lesquelles on habite son corps et la relation est présente. Mais Rossi, il n'a pas connu ça.
Tu vois, il parle un peu de ressources, il parle de solutions, il voit bien que l'approche ericksonienne, elle est centrée sur, j'ai donné un exemple après, elle est donnée sur voilà, c'est une approche qui est centrée sur les ressources et non pas sur les problèmes. Mais lui-même, quand il pose des questions sur comment on pourrait faire autrement au niveau créatif par rapport au problème dans lequel vous êtes prisonnier, il ne met pratiquement jamais en scène des questions sur l'équivalent de la question miracle. Tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce qui serait différent si le problème n'était plus là? Comment on pourrait le voir? Imaginez que le problème ait disparu, qui est pour moi central pour sortir du monde du problème. Et tant qu'on n'est pas sorti de ce monde du problème, il reste chez Rossi, mais ça c'est la vie, sa propre formation en tant que psychodynamique. C'est un psychanalyste jungien. Donc, comme beaucoup de psychanalystes jungiens, il a perçu la notion des ressources. Donc, c'est euh, comme Rosen, comme Václavic, c'est des gens qui ont compris cette dimension de dynamique et pas simplement des dimensions négatives du processus inconscient. Et il n'a pas suffisamment travaillé la dimension pour moi, hein, au niveau des thérapies brèves, de ce processus de coopération en lien avec le corps incarné et surtout la vie affective. Il est resté un peu prisonnier du modèle américain, qui est un modèle quand même d'espoir, un peu simpliste par rapport à la technique. Si on travaille bien, ça va bien se passer. C'est un peu ce que j'ai ressenti par la suite. Mais ta question, évidemment, une question à laquelle j'étais confronté, et qui rend des fois la lecture de Rossi difficile. Tu vois, donc on peut sauter cette partie-là, commencer dans la technique, mais il n'a pas mis suffisamment de théorie en place pour comprendre quel c'était le processus sur lequel on travaillait, sur les 4 étapes. C'est ce que j'ai essayé de faire là, en lien avec l'approche narrative. Voilà, voilà. Et je prends un exemple. Quand Rossi travaille avec la bipolarité des mains, il va dire, donc il va travailler sur les ressentis, sur la chaleur, sur la lourdeur, dans chaque main, etc. Et il va mettre dans une main une émotion. Mettons que tu travailles sur la colère. Il va mettre la colère tu vas proposer au sujet, s'il y a de la colère, dans son corps, hein, donc il faut bien vérifier que la colère se traduit par des sensations corporelles, la mettre dans la main, et il dit simplement aussi, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'autre main? On met ce qui n'est pas la colère. Mais ce qui n'est pas la colère n'est pas un moment où je suis calme. Tu vois, il n'arrive pas à différencier le moment où je suis calme d'un moment où je suis en lien avec les valeurs, l'absent implicite. Ce qui devrait être dans la main gauche, c'est l'absent implicite, c'est-à-dire les valeurs qui sont blessées, et c'est parce que ces valeurs sont blessées que la colère arrive. Ok. Et il y a beaucoup de gens, quand ils font du Rossi, là, ils vont mettre la colère, et puis là, ils vont mettre le calme. Or, le calme est un effet de la présence de la valeur, mettons que ce soit le respect, en lien avec le ressenti corporel de colère. Et à aucun moment il fait la différence entre les deux. Sur Rossi, c'est ça la critique qu'on pourrait faire. Rossi, on a l'impression des fois que nous avons toujours toutes les ressources qui sont présentes. Ce qui nous a... Non, toutes les ressources, pour qu'elles soient présentes, il faut faire ce travail de traverser les angoisses de maltraitance et pour entrer dans le processus. C'est pas présent au fond de mes représentations mentales. Au fond de mes représentations mentales, c'est pas présent du tout. On peut dire que dans l'autre main, c'est ce qui n'est pas contaminé par la colère. Et ce qui n'est pas contaminé par la colère, c'est effectivement le sens de la vie, mes valeurs. Voilà, mais c'est pas le calme au sens Voilà, des effets c'est que pas ça un truc d'opposé terme à terme. voilà. Il faut que ce soit relationnel. Tu vois, là, si tu as la colère, là, il faut une expérience qui est relationnelle. Tu vois, au minimum, il faudrait travailler sur, si j'avais le calme, c'est quand le calme est présent, comment sont mes relations avec l'autre, qu'est-ce que ça permet, ces relations avec les autres, pour retrouver euh, l'autonomie relationnelle. Pour moi, ce qu'il y a dans l'autre main, c'est l'autonomie relationnelle. Merci. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment le narratif, pour moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de comprendre aussi de l'intérieur. Donc, je rappelle à ceux qui ne sont pas formés en narratif que la REPTA organise des formations narratives.
hein, Merci Julien de tous ces ponts affectifs. voilà. Ok. Eh ben, bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, voilà. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Julien. Bonsoir Véronique, puisque tu t'es exprimée. Et puis, lisez aussi. Et puis, faites des formations, vous voyez, complémentaires pour pouvoir rentrer dans le processus interne, soit autour du travail sur la pédopsie et le travail sur en tout cas sur le narratif, qui aide vraiment à comprendre le processus de l'intérieur. Voilà, bonne soirée. Au Bonne revoir soirée, Julien, merci. merci.